Monsieur le recteur, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi un très très grand plaisir de pouvoir m'exprimer en ce 500e anniversaire de la naissance de Calvin sur ce réformateur. Mesdames et Messieurs, s'il existe dans l'histoire des idées un terrain semé d'embûches, c'est bien celui où s'affrontent depuis maintenant près de 5 siècles les partisans et les adversaires de Calvin. La discussion initiée par le réformateur dès la publication en 1536 à Bâle de la première édition de l'Institution de la religion chrétienne comportait une dimension idéologique qui a fini par prendre le dessus sur ses autres composantes. Il s'agissait de rien moins que poser les bases d'une civilisation nouvelle. Et il s'agissait de s'extraire brutalement de l'humanisme contemplatif de la Renaissance pour favoriser une action politique efficace. De toute évidence, la querelle déborde le cadre religieux. Les enjeux soulevés engagent à une réflexion non seulement politique, mais aussi sociale et économique. Retravaillé par la modernité, l'héritage de Calvin s'est vu régulièrement cité comme caution morale de bon nombre de systèmes, parfois incompatibles les uns avec les autres. C'est un lieu commun largement débattu, par exemple, que de situer la source du capitalisme dans la doctrine calviniste. Calvin et ses épigones se trouveraient ainsi à l'origine de la débâcle financière qui secoue la planète depuis l'automne dernier, révélant les insuffisances d'une économie malade de l'appât du gain, de l'accaparement des ressources, de la spéculation et du règne du profit, élevé au rang de valeur à part entière. À l'inverse, les adversaires de l'équation réductrice, posée entre calvinisme et capitalisme, ont beau jeu de souligner combien l'inclination calviniste à l'unité et à la solidarité des fidèles a pu favoriser la formation de communautés intégrées orientées vers Dieu. La réforme n'établit-elle pas le principe de l'altérité? Il y a d'une part l'individu qui doit participer à l'œuvre de Dieu et des êtres humains sur terre, l'individu qui se forme, qui étudie, qui s'établit dans la cité avec compétence et autorité, le moi que distingue une sage retenue. Il y a d'autre part l'individu en relation avec ceux qui le complètent, avec les autres, voisins et collègues, et avec les institutions politiques, sans quoi l'égoïsme corromprait le fondement même de la société, rendant impossible tout progrès. Les problèmes sont si complexes, les solutions requièrent tant de compétences diverses que le succès ne saurait être le fruit que d'un travail collectif. Présentée sous cet angle, la pensée de Calvin renferme un aspect communautaire de première importance. Toutefois, il convient de reconnaître que l'influence du calvinisme, y compris dans l'interprétation qui en souligne la nature communautaire, a le plus souvent été signalée comme un facteur péjoratif dans l'évolution de la civilisation occidentale. Si certains continuaient à dénoncer le rôle qu'il aurait joué dans le développement d'un capitalisme vite devenu incontrôlable, d'autres ne manquaient pas d'insister sur la nature répressive de la théorie de l'État qui pouvait s'en déduire, dont la plupart des totalitarismes postérieurs, de la terreur jacobine au régime soviétique et au nazisme, suivraient le modèle. Ces jugements tranchés assimilant le calvinisme tantôt à une doctrine ultralibérale évacuant la possibilité de réguler l'économie, tantôt à une idéologie mettant en péril les libertés individuelles, relayées notamment par Max Weber ou Stefan Zweig, sont désormais investis du statut de lieu commun. Mais à la faveur de la profonde crise de civilisation que nous traversons à l'heure actuelle, où se conjuguent ébranlement du modèle financier, remise en cause de l'État-providence, incertitude quant à l'environnement, interrogation identitaire, et qui, à bien des égards, doit être comprise comme la crise du paradigme culturel inventé dans le sillage de la réforme, peut-être, mesdames et messieurs, peut-être n'est-il pas inutile de réinterroger à leur tour ces opinions préconçues, lesquelles, en figeant un débat essentiel à la bonne compréhension d'enjeux tout à fait contemporains, nous empêchent de passer outre et d'avancer de manière constructive. Et c'est de ce nécessaire travail de clarification que j'ai souhaité vous entretenir ce soir. Commençons, si vous le voulez bien, par un indice révélateur. De passage à Genève, au milieu des années 1950, l'écrivain Julien Green rapporte dans son journal que bien qu'ayant fait le tour des pasteurs, il lui a été impossible de trouver un exemplaire de Calvin. Il en conclut
qu'on croit ce qu'il dit sur la foi de sa réputation, et on n'y va pas voir de si près. Il avait cependant tort de s'en affliger outre mesure. En effet, le calvinisme est avant tout un mouvement collectif qui existe indépendamment de son créateur. Quand Luther, d'ascendance populaire, caractère jovial, bon vivant, continue d'accorder la plus grande importance à ses sentiments intimes ainsi qu'aux expériences mystiques qu'il a pu faire, Calvin, issu d'une famille bourgeoise proche des milieux aristocratiques, prête une attention moindre à sa propre vie intérieure. Il donne l'impression d'éprouver sa foi en suivant une logique implacable, se bornant, pour reprendre la formule qu'il utilise, à une docte ignorance à l'égard de ce qui excède les capacités de la raison. D'entrée de jeu, Calvin sera un personnage public, défendant des opinions publiques, élaborant un système impersonnel de pensée, objectif et raisonnable, dont la dimension sociale et morale, exprimée en termes d'obéissance, de discipline et de maîtrise de soi, sera mise en valeur au détriment d'une dimension plus personnelle, exprimable en termes de justification et de réconciliation. Calvin est un idéologue et un homme d'action. Il se met au service d'une cause religieuse en ayant recours à un réalisme politique impitoyable. Contrairement à Luther, aux yeux de qui l'administration du royaume de ce monde relève de la compétence exclusive du prince et de ses conseillers, il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à s'associer avec ardeur à l'œuvre de magistrat civil. Avoir un bon prince ne suffit pas, c'est à une république chrétienne orientée vers Dieu qu'il faut tendre. Pourvu d'un solide bagage humaniste acquis au terme d'une triple formation de philosophe, de juriste et de théologien, Calvin ne saurait donc être réduit à cette dernière fonction. Rousseau n'écrivait-il pas dans le chapitre du contrat social intitulé « Du législateur » que, je cite, « Ceux qui ne considèrent Calvin que comme théologien connaissent mal l'étendue de son génie ». Il est vrai que l'institution et les innombrables commentaires bibliques, sermons, lettres et textes polémiques de circonstances qui la suivent regorgent de considérations dont l'objet principal ne semble pas être la seule foi des citoyens, mais l'établissement d'une société juste. Premier exemple saisissant, l'éthique économique et sociale développée par le réformateur. L'avènement de la réforme est lié au climat de révolution populaire et à l'instabilité socio-économique que connaissait l'Europe au début du XVIe siècle. En Suisse, la période de grande prospérité des villes qui avait atteint son pic dans la première moitié du siècle précédent et avait renforcé l'emprise d'une aristocratie urbaine, souvent corrompue, sans scrupules, cette époque se termine. Le peuple se soulève ou s'engage dans le service mercenaire. La découverte du Nouveau Monde a provoqué un afflux d'or et d'argent dont les conséquences sont considérables sur tout le continent. Cette masse monétaire inespérée provoque la dévaluation de certaines devises, favorisant la spéculation sur l'échange d'abord, puis après la création des premières bourses sur les capitaux eux-mêmes. Les opérations financières se multiplient, l'inflation s'installe. Et c'est dans ce contexte explosif que Farel, en juillet 1536, soit à peine 2 mois après que le Conseil général de la Cité avait adopté le principe de la réforme, parvient à convaincre Calvin de prendre ses quartiers à Genève. J'ai déjà eu l'occasion de mentionner la dimension terrestre de l'engagement de Calvin. Prenant le contre-pied de l'enseignement des pères de l'Église, il ne dénigre pas la sphère de l'action au profit de la contemplation. La vie matérielle est certes pesante, mais son poids résulte de la volonté divine. André Bieler, auteur d'une somme remarquable sur la pensée économique et sociale de Calvin, remarquait que rares sont ceux qui ont mis en relation les faits économiques avec le drame cosmique de la rédemption de façon aussi claire que le réformateur français. Ce refus constant d'octroyer une autonomie morale, aussi limitée soit-elle aux biens matériels et singulièrement à l'argent, autrement dit, la volonté de ne pas laisser la vie matérielle s'autoréguler selon des valeurs qui lui seraient propres, aura pour effet de décloisonner des catégories regardées jusqu'alors comme imperméables les unes aux autres, le profane opposé au sacré ou encore la matière opposée à l'esprit. Pareille affirmation de la vie ordinaire trouve son origine dans le précepte clé de la Réforme,
à savoir le rejet de toute médiation entre Dieu et le fidèle. La théologie catholique, suivant laquelle certains sacrements, par exemple l'Eucharistie, seraient en mesure de rendre plus accessible aux êtres humains la puissance divine, est dès lors rejetée en bloc. Dieu décide souverainement et a priori, sans avoir égard aux mérites respectifs du salut ou de la damnation de chacun. Le dogme de la prédestination emporte qu'il n'existe ni forme de vie particulière, ni lieu privilégié favorable à la manifestation du sacré. L'homme est seul, Dieu est partout. Sanctionné par Dieu et utile au genre humain, le travail le plus humble est une vocation qui commande le respect. L'affirmation de la toute-puissance divine dans la vie ordinaire ne décharge pourtant pas le fidèle de sa responsabilité. Bien au contraire, elle l'accroît. Le fidèle est responsable devant Dieu des richesses que celui-ci prodigue continuellement ici-bas, avec pour objectif de provoquer leur circulation ininterrompue. L'ordre social originel se singularisait par une économie d'abondance, où la division du travail et l'interdépendance économique de toutes les créatures visaient à traduire la nécessaire solidarité du genre humain. Mais dans la société pervertie, consécutive à la faute d'Adam, la production devient irrégulière, flottante. Quant à l'homme déchu, ruine défigurée selon Calvin, il précipite la rupture de l'équilibre originel en gaspillant les richesses, ou processus inverse, bien qu'expression du même égoïsme, en concentrant celles-ci entre les mains de quelques-uns qui pourront à loisir spéculer sur leur valeur. De ces injustices, il faudra rendre compte. Ainsi, la richesse n'a-t-elle de sens que réinvestie, lorsqu'elle circule, lorsqu'elle va de l'un à l'autre, en respectant les normes d'équité et de charité qui lui sont supérieures. Et si d'aucuns sont exclus, n'ont pas de travail, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, ce n'est assurément pas en raison de la pénurie de biens, mais parce qu'il en est fait mauvais usage et que l'organisation de la communauté sur ce point est défectueuse. Je dois avouer, mesdames et messieurs, que la bienveillance de Calvin à l'égard des plus démunis me touche beaucoup. À de nombreuses reprises, confronté à l'augmentation du coût de la vie, il intervient en faveur des plus indigents. Il met sur pied le ministère social de l'Église sous la forme du diaconat, une institution chargée aussi bien de collecter et de répartir les dons effectués par les membres de la communauté que de secourir les plus pauvres et de soigner les infirmes et les malades. Les sermons qu'il prononce sont l'occasion de dénoncer avec une admirable constance les ravages causés par l'accaparement des richesses, la spéculation ou la réduction des forces de travail à une marchandise assujettie au prix du marché. Mieux encore, Calvin n'hésite pas à s'engager directement auprès du gouvernement civil, que ce soit afin de plaider pour le réajustement des salaires du personnel enseignant, de s'élever contre la fixation par le Conseil de la ville d'un plafond au salaire des ouvriers, ou bien pour promouvoir une réglementation plus équitable du travail en proposant une organisation paritaire des métiers. Et je pourrais multiplier les exemples. Et pour autant, Calvin n'est pas un utopiste. D'abord parce que bon nombre des mesures proposées ont été effectivement adoptées par le Conseil et ont évité à Genève les grèves et autres troubles sociaux que des villes comme Paris ou Lyon enduraient à la même époque. Ensuite, parce que, selon l'expression de l'Américain Michael Walzer, qui a tiré de sa thèse de doctorat un ouvrage devenu classique qui explore les relations entre éthique protestante et radicalisme politique, Calvin se distinguait avant tout par un esprit pratique guidé par des idées. En matière sociale et économique, cela signifie qu'il prenait les hommes tels qu'ils sont, sans avoir recours à des modèles abstraits. L'exemple le plus fameux de ce pragmatisme est son engagement en faveur de la licéité sous certaines conditions du prêt à intérêt, sous certaines conditions du prêt à intérêt, en dépit de l'opprobre dont des théologiens, Luther et Zwingli inclus, l'avaient couvert jusqu'alors. Calvin différencie en effet le prêt de consommation non productif, seul visé assure-t-il par les textes bibliques et qui n'appelle aucune rémunération. Il le distingue du prêt d'entreprise ou de production, au moyen duquel le débiteur, qui ajoutera son travail, va pouvoir se procurer un gain nouveau, avantage qui justifie le paiement d'un intérêt. S'il est incontestable qu'on trouve là le pivot de l'ordre économique touché à présent par une crise structurelle profonde,
il serait néanmoins abusif de reprocher à Calvin les dérapages ultérieurs du capitalisme libéral. 2 éléments doivent être soulignés dans ce sens. Le premier est que la doctrine calviniste ne tolère le prêt à intérêt qu'effectué à titre occasionnel. Les prêteurs professionnels sont condamnés en vertu d'une règle d'équité fondamentale suivant laquelle la rémunération du travail prime celle du capital. L'intérêt, au bout du compte, est payé par le travail d'autrui, et il ne saurait être question, je cite, que messieurs les usuriers, assis sur leur banc sans rien faire, reçoivent tribut du labeur de tous les autres. Le second élément que je voudrais souligner tient dans une autre règle non moins fondamentale, posant que la solidarité et le secours aux plus démunis ont une priorité absolue sur la recherche du profit. Les droits de la personne passent avant ceux de l'argent. Un prêt, quand bien même il répondrait aux meilleures conditions, est illicite si le créancier en prélève la somme sur ce qui, naturellement et sans exiger de contrepartie, devrait lui servir à aider autrui. L'argent est un trait d'union entre les hommes et non l'instrument de leur oppression. La circulation des richesses est la raison d'être de celle-ci. L'échange continuel qui en résulte permet d'enrayer l'instauration d'un ordre social immuable à l'image de celui qui prévalait dans la société féodale. Il est vrai que la doctrine calviniste regarde les biens matériels comme un signe de la grâce divine. En dispensant ces richesses, Dieu se révèle à sa créature. Mais il n'en est pas moins vrai que le rapport entre les signes matériels et la grâce divine est un rapport de figuration et non pas un rapport de correspondance, c'est-à-dire qu'aucun lien ne saurait être établi entre la richesse d'un individu et son mérite personnel. La bonne fortune de certains n'est rien d'autre que l'affirmation de la toute-puissance de Dieu, qui peut la retirer du jour au lendemain, aussi arbitrairement qu'il l'avait accordée. Et la position des créatures humaines, régénérées ou non par la foi, demeure grandement précaire. D'où la nécessaire solidarité des mieux lotis avec les plus pauvres. D'où également le sentiment d'angoisse qui pèse sur l'ensemble de la société. L'entrepreneur calviniste n'est pas un individualiste, c'est un homme seul. Ce n'est pas un être guidé par un esprit d'acquisition systématique, c'est un travailleur s'astreignant à une autodiscipline quasi militaire et qui, au risque de brutalement se soustraire aux jouissances terrestres, réinvestit en permanence le produit de son activité. Ne sommes-nous pas, mesdames et messieurs, bien éloignés du capitalisme bourgeois caractéristique du XIXe siècle, du défenseur compulsif de la libre entreprise qui était la véritable cible visée par Max Weber? La valorisation du travail plutôt que celle du montant des bénéfices encaissés ou de la bienséance mondaine des notables découlait du mode de vie choisi par le réformateur lui-même. Son engagement ascétique le conduisait à stigmatiser l'accumulation gratuite, à dénoncer le gaspillage, à militer en faveur d'un développement réel signalé par la création d'entreprises et des investissements durables. La thèse situant dans la doctrine calviniste le foyer des pathologies du capitalisme tend donc à être infirmée. Mais cela ne revient pas à transformer Calvin en ennemi déclaré du système capitaliste. Pas plus qu'il n'en fournit la justification, il ne prononce sa condamnation sans appel. En réalité, la doctrine calviniste implique la nécessaire subordination du capitalisme à un certain nombre d'exigences éthiques qui, formulées en termes de justice économique et sociale, ont priorité sur lui. Et ici, mesdames et messieurs, vous en conviendrez, le discours du réformateur apparaît d'une très grande modernité. Qui, en effet, songerait à nier le fait qu'aujourd'hui, dans un monde déterminé par l'interdépendance et par l'exploitation excessive des ressources non renouvelables, la responsabilité éthique des individus ne se limite plus aux seules conséquences de leur activité propre, de leur consommation et de leur épargne. Emploi, consommation et épargne représentent désormais un enjeu à l'échelle planétaire qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous comme agents économiques et comme citoyens. Pensons à ces biens dont le marché ne fixe pas le prix et dont la valeur dépend de décisions qui engagent tant les individus que les autorités politiques. Pensons à l'air et à l'eau, biens essentiels à la vie humaine. Nous savons tous que l'émission de gaz à effet de serre et la consommation immodérée d'eau concourent à accélérer des mutations climatiques
dont les conséquences affecteront surtout les plus vulnérables. Or, les Suissaises et les Suisses contribuent au renforcement de l'effet de serre à proportion d'une émission annuelle par tête de 12,5 tonnes d'équivalent CO2, plus du double de la moyenne mondiale. Quant à la dilapidation des ressources en eau, on peut établir un lien direct entre celle-ci et l'aggravation d'une crise alimentaire généralisée qui entraîne des coûts considérables et qui entraîne aussi des conflits. Une nouvelle donne s'est installée. Les ressources naturelles n'étant pas illimitées, il devient vital de protéger les écosystèmes dont elles sont le produit. Face à cette situation urgente, l'adoption d'un comportement éthique ne commande-t-elle pas des choix collectifs à l'échelle planétaire, mais également au niveau local, fondés sur la vertu du travail et de la modération chère à Calvin? Nul doute que l'action et la doctrine de celui-ci en auraient appelé à une régulation effective de l'économie par les pouvoirs publics, étant entendu qu'il ne s'agissait pas tant, je le répète, de supposer qu'il existerait un lien de cause à effet entre les richesses matérielles possédées par un individu et la grâce que Dieu lui accorderait, ni par suite de se plier superstitieusement au signe de la prédestination en accumulant des biens, que de recréer les conditions de l'échange au sein de la communauté. Et de ce point de vue, il n'est pas fortuit que l'accent mis sur la loyauté dans le champ des affaires ou la reconnaissance de la nature sacrée des relations contractuelles calquées ici-bas sur le pacte d'alliance initialement conclu entre Dieu et les fidèles soit attribué aux puritains anglais d'obédience calviniste. Mesdames et messieurs, la sacralisation du mécanisme contractuel me permet d'introduire le second point que j'ai à cœur de développer en votre compagnie et qui recouvre la corrélation entre les postulats impliqués par la doctrine calviniste et l'idéal démocratique propre à la modernité occidentale. La progression religieuse de l'humanité aux yeux de Calvin est balisée par une série de contrats que les conséquences désastreuses du péché originel avaient rendu inéluctables. Le premier, naturellement, avait été conclu entre Dieu et Adam. Les accords suivants ayant mobilisé à leur tour Noé, Abraham, Moïse, avant d'être réaffirmés de façon radicale par le sacrifice du Christ. Calvin insistera sur le caractère social des pactes d'alliance conclus avec Dieu. Il est question à chaque fois, pour des individus formant une communauté intégrée, de formaliser la relation avec leur Créateur. Mais loin de confiner le contrat à une stricte application théologique, les calvinistes vont en faire le principe fondamental de toute vie en société. En plus de donner un cadre à la relation de l'être humain avec Dieu, la figure du contrat servira à décrire les rapports du chef politique avec ses citoyens, de l'entrepreneur avec ses associés, du pasteur avec son église ou encore du mari avec son épouse. Le volontarisme se substitue ainsi à la déférence et à la loyauté personnelle du courtisan sur lesquels reposait l'organisation féodale. Et si celle-ci avait réduit à néant les liens interpersonnels, juridiques et fonctionnels que les individus étaient susceptibles de nouer en vue de réaliser des objectifs politiques communs, le concept de communauté contractuelle particulier au calvinisme contribuera au renouveau même de l'idée de citoyenneté. Et ceci est capital. Gardons à l'esprit que Calvin, à plus d'un titre, est tributaire des bouleversements qui secouent le XVIe siècle. Certes, il s'inscrit dans la continuité du vaste mouvement déclenché par Luther, mais il n'en est pas moins l'héritier, peut-être à son insu, de la rupture amorcée par Machiavel dans l'approche du phénomène politique. En définissant la politique, d'une part, comme une affaire de compétences et de calculs individuels, d'autre part, comme le produit de la vertu des citoyens, Machiavel avait ouvert la voie à son émancipation vis-à-vis des lourdes structures hiérarchiques de la féodalité et avait légitimé l'existence des cités-États libres de la Renaissance. Calvin ne représente-t-il pas par excellence le type du prince aventurier décrit par Machiavel ? Oui et non. Oui, dans la mesure où il a exercé son emprise sur Genève avec toute l'habileté d'un stratège avisé, et non, parce qu'il incarne en réalité un stade ultérieur de la pensée politique, caractérisé par l'attention prêtée à l'organisation collective et à la solidarité entre les membres de la communauté, envisagés comme des citoyens égaux pourvus d'une volonté autonome.
Tandis que la société médiévale était en grande partie composée de non-participants, la Genève de Calvin a su, jusqu'à un certain point, ménager un espace à l'action politique des individus privés, étape tout à fait décisive dans la genèse de l'État moderne. À cet égard, il n'est pas indifférent de remarquer que tous les citoyens genevois, à la demande du réformateur, ont été invités à souscrire en 1537 un serment fondateur, profession de foi, les astreignant à se soumettre aux 10 commandements, assorti d'une clause en vertu de laquelle ils juraient loyauté à la cité, à la fois pacte de grâce et authentique contrat social. Que ce soit sur le plan du fondement juridique de l'État ou sur le plan des relations privées, le contrat sera désormais conçu comme un accord entre égaux, comme un acte libre procédant du consentement éclairé des parties dont la conscience est engagée. Le rapport avec la liberté politique devient donc manifeste. Il se déploie pourtant dans 2 directions antagonistes. D'un côté, l'accent est mis sur l'appartenance des individus à une communauté indépendante et homogène, ainsi que sur la qualité de citoyen, dont l'acquisition est conditionnée par l'adhésion à des valeurs communes. Et d'un autre côté, la doctrine calviniste place au premier plan l'égalité des co-contractants et le principe général d'autonomie de la volonté. De la première direction découlera la pensée républicaine, popularisée, radicalisée par Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est assurément pas un hasard si Jean-Jacques Rousseau dédie à sa ville natale le discours sur l'origine de l'inégalité, ni si maints passages du contrat social font référence au régime genevois. Et de la seconde direction, en revanche, découlera la tradition libérale qui se présentera sous des formes aussi variées que l'adoption au terme de la Révolution anglaise du Bill of Rights, ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La philosophie politique de Calvin, par conséquent, contenait en germe 2 approches différentes de la liberté, qui depuis près de 5 siècles ne cessent de diverger et qui recoupent la mémorable distinction qui a été établie par Isaiah Berlin entre liberté négative et liberté positive. Selon Berlin, la tradition libérale, illustrée par les œuvres de Benjamin Constant ou de John Stuart Mill, s'enracine dans une conception négative de la liberté. J'attire votre attention sur le fait que l'épithète négative ne résulte pas d'un jugement de valeur. Elle veut simplement dire qu'en l'espèce, la liberté procède d'une soustraction. Je suis libre à proportion de l'étendue de la sphère où je peux agir sans être entravé dans mes choix par l'interférence d'autrui. Traduisez par l'État. Traduisez moins d'État, l'action étatique étant conçue en fonction du seul arbitrage des libertés individuelles. Tout le reste, notamment la juste répartition des biens et des revenus, est confié à la main invisible du marché. La liberté républicaine, elle, se définirait en termes positifs. L'objectif n'étant plus tant de s'arracher à des entraves et de sacraliser le domaine privé que de tisser un lien organique entre les membres d'une même communauté, de sorte que la participation directe aux affaires publiques ait pour effet que chacun reconnaisse pour siennes les lois auxquelles il obéit. Dans son acception positive, la liberté se rapporte à l'addition de l'engagement civique de tous. Elle reflète le degré d'autonomie individuelle, aussi bien que collective, d'une communauté politique qu'une communauté politique est apte à promouvoir. Hegel et Marx emboîteront le pas à Rousseau sur ce chemin périlleux. Mais ce qu'il importe de retenir à présent du contraste qui a été si clairement mis en évidence par Berlin entre liberté positive et liberté négative, c'est qu'il s'estompe de façon spectaculaire dans la doctrine calviniste. Bien sûr, le droit de partir, de circuler librement, d'affirmer son indépendance en nouant des relations interpersonnelles sous la forme de contrats négociés est le socle du libéralisme tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Bien sûr, le droit de se fondre dans l'action communautaire, de participer solidairement à l'œuvre collective, a fait le lit de bien des régimes totalitaires qui l'ont interprété comme une obligation. Il n'en reste pas moins, si l'on suit l'analyse d'un philosophe français qui s'appelle Olivier Abel, que les 2 traditions qui nous semblent incompatibles ont la même racine. Quand elles divergent, elles engendrent des monstres. Mais le calvinisme originel atteste que leur cohabitation est viable à l'intérieur d'un même système de pensée et qu'elles peuvent se corriger mutuellement.
Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que Berlin préconisait, de prendre parti entre deux valeurs prétendues inconciliables, liberté négative et liberté positive, promotion des droits individuels contre exigence de vertu citoyenne, étant acquis que leur complémentarité salutaire et le calcul de leur dosage se trouvent à la portée de la raison humaine. Cette approche médiatrice entre liberté individuelle et poursuite du bien commun ouvre des perspectives stimulantes. Nous traversons en effet une crise de civilisation, qui est aussi et peut-être surtout une crise de la liberté. De même que l'effondrement du régime soviétique était le contre-coup d'une lecture inhumaine de la notion de liberté positive et d'engagement civique mis au service de l'intérêt général, de même la débâcle financière de l'automne dernier et la remise en cause subséquente du modèle ultralibéral étaient-elles le contre-coup d'une lecture inhumaine de la notion de liberté négative, favorisant les intérêts privés au détriment de l'action publique. Dès lors, identifier la doctrine calviniste située à la source de la modernité occidentale, une conception de la liberté susceptible de mettre en équilibre ces deux pôles et de tenir à égale distance la dictature du peuple et la dictature du marché, constitue, mesdames et messieurs, une piste non négligeable dans la quête d'un idéal démocratique à la fois mieux défini et plus juste. À ce stade, vous allez me dire, cette affirmation est paradoxale, et j'en conviens. Comment le rigorisme, la tentation de voir régner à tout prix la vertu, le contrôle des vies, la mobilisation de l'État pour contraindre les citoyens à se conformer aux dogmes établis peuvent-ils, sauf de manière indirecte et purement spéculative, être reliés à l'émergence d'un idéal démocratique qui présenterait un quelconque intérêt au début du XXIe siècle. Calvin n'a-t-il pas poursuivi son projet avec une dureté implacable, tirant profit d'une alliance à haut risque entre pouvoir séculier et pouvoir ecclésiastique? N'a-t-il pas exigé du gouvernement civil qu'il fasse respecter sans partage la loi de Dieu et frappe d'ostracisme ceux qui auraient l'audace de s'écarter de la vérité officielle? Enfin, en quoi l'éloignement brutal d'un homme de la valeur de Castellion, selon qui le principe de tolérance religieuse était inhérent à la Réforme, et en quoi la condamnation au bûcher pour hérésie de Michel Servet, dénoncé et incarcéré à la demande de Calvin, témoignerait-il de l'attachement de ce dernier à la démocratie? Loin de moi la tentation de justifier pareilles aberrations en mentionnant le contexte historique ou les luttes de pouvoir auxquelles Genève était alors en proie. De toute évidence, Calvin est responsable. Mais il importe de reconnaître que de tels abus sont davantage à mettre sur le compte du cynisme politique, du pragmatisme poussé à l'extrême, que sur celui d'une approche théorique préméditée. Les ouvrages de Calvin, à commencer par l'Institution, sont bien moins éloignés de l'éthique de la tolérance prônée par Castellion qu'il n'y paraît de prime abord, chose que l'Église réformée a aujourd'hui parfaitement assimilée. Aussi, permettez-moi d'esquisser une réponse aux questions que je viens de poser en rappelant le précepte clé de la Réforme, repris et consolidé par Calvin, le rejet de toute médiation entre Dieu et le fidèle dont on ne saurait enfreindre la conscience. De ce précepte fondateur ont dérivé 3 éléments qui, me semble-t-il, établissent une réelle affinité entre le calvinisme et l'idéal démocratique. Le premier a trait au développement de chaque citoyen par le biais de l'éducation, sur la portée primordiale de laquelle le réformateur a constamment attiré l'attention. Lui-même, sans répit, prononcera chaque année plus de 200 sermons dont le principal objet était de former les fidèles en commentant la Bible verset par verset. Ces sermons étaient prononcés en français. Contemporain de Rabelais, Calvin, en abordant des matières aussi pointues que l'exégèse biblique ou la philosophie morale en langue vernaculaire, aura beaucoup œuvré pour le rayonnement de celle-ci. Et la première version française de l'Institution en 1541 sera saluée comme un événement considérable, bien au-delà des seuls cercles protestants. De façon plus directe encore, la dimension pédagogique du projet de Calvin sera confirmée par la fondation du Collège et de l'Académie de Genève, dont l'influence en tant que lieu d'élaboration et de diffusion de la réforme calviniste sera évidemment d'ordre spirituel, mais aussi d'ordre politique, vu la conception des institutions qui étaient enseignées
dans le but de préparer tant aux fonctions ecclésiastiques qu'aux charges civiles. Précisément le deuxième des trois éléments qui raccorde calvinisme et émergence de la démocratie tient dans la relation spécifique instaurée à Genève sur le plan institutionnel entre l'Église et l'État. Il apparaît abusif de vouloir qualifier le régime genevois au temps de Calvin de théocratie, sauf à prêter à ce terme une signification excessive. Car si on entend par là de manière obscure une forme d'État où les autorités politiques et l'Église, quoique distinctes, sont pareillement soumises à la parole de Dieu, il est indéniable que le régime genevois y correspond. Mais si, à l'inverse, on s'en tient au sens courant du mot, qui renvoie à une forme d'État où la totalité du pouvoir spirituel et temporel appartient aux dignitaires religieux, force est de constater que Genève ne répond plus à la définition. Calvin n'a jamais formé le dessein de concentrer l'ensemble des pouvoirs entre ses seules mains, ni même entre les mains de l'Église. Bien au contraire. Pendant toute la durée de son activité à Genève, il n'aura eu de cesse qu'il ne parvienne, sans du reste remporter un plein succès, qu'il ne parvienne à soustraire l'Église au contrôle des autorités politiques. Les conseils procédaient à la nomination des pasteurs. Souvenons-nous que les conseils procédaient à la nomination des pasteurs ou que par le canal du consistoire, organe ecclésiastique auquel participaient des laïcs, également désignés par les conseils, le magistrat civil était en mesure d'exercer son pouvoir sur l'Église. Et de fait, à aucun moment, Calvin n'a rempli la moindre fonction politique dans le gouvernement genevois. Et il est intéressant de noter que le statut de bourgeois, nécessaire pour jouir du droit de vote dans la cité, ne lui a été donné que 5 ans avant sa mort, en reconnaissance de services rendus. Cependant, plus encore que dans la distinction entre l'Église et l'État, c'est dans la structure sociale de l'Église elle-même, conçue comme une république en miniature, que l'apport du réformateur se révélera le plus fécond. Le pouvoir ecclésiastique ne pouvait pas être confié à un prince. Il ne pouvait pas non plus revenir à une caste sacerdotale qui ait retenu sa légitimité de la succession apostolique. Ainsi, Calvin promouvra-t-il une Église égalitaire et décentralisée. À preuve, l'absence de rang hiérarchique entre les différents ordres ecclésiastiques et la valorisation de la dimension collégiale de l'autorité que l'institution du consistoire incarnera et qui sera la matrice du système d'organisation adopté plus tard par les églises réformées, véritable pyramide d'assemblées délibérantes déléguant à tous les niveaux de pouvoir leurs compétences à des conseils élus. Les communautés anglo-calvinistes qui émigreront en Amérique ne feront pas autre chose que de transposer ce schéma représentatif dans le champ politique. Et c'est par leur intermédiaire que le modèle institutionnel élaboré et diffusé par l'Académie de Genève est aujourd'hui reconnu comme l'un des points d'origine des démocraties modernes. Le dernier élément que je voudrais évoquer concerne le droit de résistance active à un pouvoir injuste que la doctrine calviniste autorise avec autant de discrétion que de fermeté. Au fil des siècles, la question a soulevé de vives controverses parmi les commentateurs, sans doute en raison de sa proximité avec l'idéal démocratique et le potentiel révolutionnaire que cet idéal a longtemps recelé. Le texte de l'institution est pourtant plus explicite qu'on l'admet communément. Calvin, certes, n'aborde le droit de résistance que dans les derniers paragraphes de son livre et le présente sous l'aspect d'une exception à la règle générale qui prescrit obéissance au souverain ordonné par Dieu. Mais il n'en ouvre pas moins franchement la possibilité d'une résistance active menée contre un souverain injuste par des magistrats subalternes. Et s'il emprunte en partie cette thèse au chef de la réforme luthérienne qui s'était résolu à déclarer la guerre à Charles Quint, il s'en écarte sur un point crucial. Pour le réformateur, les magistrats subalternes ne devraient plus être ordonnés par Dieu à l'instar du souverain qu'ils contrecarrent, ils devraient être, je cite, constitués pour la défense du peuple, c'est-à-dire élus par le peuple et responsables devant lui sur le modèle des cités antiques. Il s'agirait de magistrats populaires institués afin de modérer le pouvoir du souverain. Le débat sur l'autorité politique est ainsi recentré au niveau constitutionnel et séculier, préparant la voie au concept de souveraineté partagée que Théodore de Bèze et les théoriciens huguenots développeront par la suite. Quelques années avant sa mort, d'ailleurs, Calvin ajoutera dans l'ultime paragraphe de l'Institution un passage plus provoquant encore,
où la légitimité de la désobéissance dans le chef de simples citoyens sera admise à demi-mot. Tant il est vrai que si le titulaire du pouvoir outrepasse les bornes de son office et trahit la liberté du peuple, il perd de ce fait toute autorité sur ces sujets. Mesdames et messieurs, ne pas trahir la liberté du peuple. J'espère avoir été suffisamment convaincante pour que cette expression sous la plume de Calvin ne vous paraisse pas déplacée. Après que les lignes directrices de la pensée du réformateur ont été retracées, est-il encore contestable que l'enjeu représenté par la question de la liberté y occupe une position centrale? La liberté n'est pas un fait qui se constate, c'est une valeur que l'être humain doit viser sans relâche. Dieu seul est réellement libre. L'être humain, lui, n'approche de la liberté qu'en se détachant des passions, dans un geste toujours renouvelé et toujours inachevé. Sur le plan des choses proprement terrestres, politiques, il convient alors d'articuler la conscience privée du fidèle avec son engagement républicain au service de la communauté. Or, nous avons vu que le principal objectif de cet engagement communautaire était de subordonner la poursuite des intérêts privés à des exigences éthiques formulées en termes de justice sociale. Et nous avons vu que cela ne revenait nullement à condamner en bloc le capitalisme pour installer un régime totalitaire qui mettrait en péril les libertés individuelles, mais que cela revenait à organiser la régulation des mécanismes du marché. On ne saurait être véritablement libre que dans un monde juste. Justice sociale et liberté politique sont indissociables. Le calvinisme originel se démarque donc des deux monstres qui lui sont si souvent imputés, l'ultralibéralisme économique et le totalitarisme politique. Enfin, nous avons observé que la démarche médiatrice de Calvin pouvait être reliée à l'avènement de la démocratie et qu'elle était en mesure de nous aider à clarifier la réflexion dont celle-ci fait actuellement l'objet. Il faut toutefois reconnaître que sa vision d'un monde bien ordonné impliquait davantage que la complémentarité sommaire des droits subjectifs de l'individu et des devoirs qui lui incombent en tant que citoyen. La créature dépeinte par Calvin n'était pas un être divisé entre sa conscience privée et son engagement public, mais un être ouvert à la transcendance et tout entier déterminé par la volonté de son Créateur. Et à ce stade, mesdames et messieurs, la doctrine calviniste n'est plus à même de nous aider. En effet, dans les sociétés composites qui sont aujourd'hui les nôtres, il est devenu grandement hypothétique, sinon dangereux, de chercher à promouvoir des valeurs de référence aussi absolues que le Dieu tout-puissant de la Réforme. Le monde de Calvin, structuré autour du précepte « un État égale une religion », appartient au passé. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'est plus un village, avec une seule église dressée au milieu de la place principale, un monde dont la globalisation, par exemple, au moyen des nouvelles technologies de l'information, accroît sans cesse la complexité et où les cultures les plus diverses entrent directement en contact. Par suite, nous devons faire un effort non négligeable pour nous comprendre les uns les autres, pour que ce que nous disons et ce que nous pensons soient bel et bien compris de la manière dont nous l'avons dit et pensé. Il y a quelques décennies encore, du moins en Occident, on pouvait avoir l'impression que les religions avaient perdu de leur force normative et de leur autorité morale. Les églises se vidaient, la sécularisation paraissait inéluctable. À cela s'ajoutait que, du fait de la séparation de l'Église et de l'État, les symboles religieux se raréfiaient dans l'espace public. Nonobstant, nous assistons à présent au retour du religieux et du symbolisme qui s'y rattachent dans la vie quotidienne. En Suisse aussi, ne sommes-nous pas en mesure de témoigner de ce que le monde prétendument globalisé ne connaît pas un système de valeurs uniques, mais englobe une multitude de systèmes parfois discordants qui soudainement se trouvent confrontés les uns aux autres. Nous avons donc à réinventer les normes du vivre ensemble, en acceptant le pluralisme des modes d'existence. Et pour cette raison, il nous est impossible d'imposer à chacun des valeurs formelles spécifiées a priori, lesquelles ne manqueraient pas de reproduire les normes implicites de la culture majoritaire, ni de faire d'ailleurs l'économie d'un débat public solidement argumenté au sujet des principes politiques culturellement neutres que nous choisissons pour nous guider. Les modalités du vivre ensemble doivent être dégagées au terme d'un processus empirique, ancré dans l'expérience concrète des citoyens et des citoyennes.
À cette fin, l'éthique de la discussion est élaborée par Habermas, qui présuppose le caractère spontanément normatif de la communication dans l'espace démocratique est séduisante. Mais cela revient à dire qu'au bout du compte, les arguments les meilleurs et les plus universels l'emporteront. Et on ne saurait trop insister sur le fait que le respect des droits humains, en particulier le respect de la liberté de pensée, de la conscience et de religion, ainsi que du principe de non-discrimination, apparaissent comme la précondition d'un dialogue authentique. Hélas, mesdames et messieurs, la campagne que nous avons vécue et la polémique récurrente sur le port du foulard islamique dans les écoles ou la récente initiative visant à interdire les minarets sur le territoire suisse démontrent qu'une partie de la classe politique essaye de tirer profit du sentiment d'insécurité éprouvé par certains de nos compatriotes dans la difficile période de transition que nous vivons. C'est un fait avéré. Nous sommes mis au défi d'accepter l'autre, de réaffirmer nos valeurs, tout en assurant leur compatibilité avec le pluralisme des sociétés contemporaines. Et l'opération est délicate. Mais assimiler l'islam à une volonté de domination politique ou à l'asservissement pur et simple des femmes dans ce contexte se présente comme un moyen déloyal de court-circuiter le dialogue. Ce climat, je n'hésite pas à parler d'hystérie sociale entretenue dans une perspective clairement électoraliste, non seulement a brouillé le débat en cours, mais a eu pour effet de radicaliser des positions et de saper des possibilités de conciliation ultérieure. Mesdames et messieurs, on nous assène que le port du voile par les jeunes musulmanes serait le signe d'une oppression inadmissible au regard du principe d'égalité homme-femme. Mais j'en viens au cœur du débat. Quelle différence y a-t-il entre simple tissu et un voile? Pourquoi tout à coup serait-il devenu pernicieux pour une femme de porter un voile? Comment deviner la pensée d'une personne, ses convictions, les valeurs suivant lesquelles elle s'oriente dans la vie? Il est choquant de constater que certains parmi nous jugent qu'eux seuls sont à même de trancher quant à ce qui constitue un signe et quant à la signification que celui-ci doit revêtir. En plus de trahir un paternalisme regrettable, pareille attitude conduit à usurper les intentions d'autrui en les interprétant unilatéralement. Cela viole aussi bien la liberté d'opinion et d'expression que la souveraineté de chacune et de chacun en tant qu'être humain qui parle, émet des signes et agit. En utilisant un procédé similaire, à savoir en détournant sans vergogne le sens des valeurs derrière lesquelles ils abritent leur discours, ils ont persuadé une majorité d'entre nous que la construction de minarets manifeste la volonté hégémonique de l'islam et que les valeurs helvétiques sont menacées. C'est un mensonge. La Constitution fédérale prescrit la neutralité confessionnelle de l'État qui suppose la liberté de croyance et la non-discrimination entre les religions. Mesdames et messieurs, le vote du 29 novembre est sans doute l'expression de craintes et d'inquiétudes attisées par l'omniprésence des images de dérives extrémistes. C'est une réaction de repli, de défense, dans le contexte d'un monde globalisé de crise économique et de montée du chômage. Nous vivons une période de transition. La pression du changement sur chacun d'entre nous est forte. Je suis convaincue que la majorité qui s'est exprimée contre la construction de nouveaux minarets n'est pas tournée contre la communauté musulmane établie dans notre pays, communauté bien intégrée, mais qu'elle prend plutôt le gouvernement à témoin de son profond malaise. Reste que la question à résoudre, à savoir la coexistence harmonieuse des différentes cultures et religions, n'est pas pour autant résolue et qu'elle nous appartient à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, nous savons gré à Calvin d'avoir ambitionné un monde nouveau et de s'être attaché à en concevoir le modèle à Genève, même s'il convient de reconnaître que ce projet a été poursuivi de façon acharnée, inexorablement servi par une alliance périlleuse entre pouvoir séculier et pouvoir ecclésiastique. Calvin exige de l'autorité politique qu'elle fasse respecter la loi de Dieu. La puissance publique appuiera l'Église et persécutera ceux qui auront l'audace de s'écarter de la doctrine officielle. Aujourd'hui, place a été faite dans l'Église réformée aux arguments soutenus par Castellion. Gardons-nous cependant d'oublier que la lutte pour la liberté de penser librement reste d'actualité dans notre pays et que le respect des droits humains, protégés et exercés dans un esprit de loyauté et d'ouverture, doit nous orienter dans l'agencement d'un espace public
investis par des individus en interaction permanente, dont il est essentiel d'assurer la participation sur un pied d'égalité en ne réprimant pas les différences culturelles, morales ou religieuses sur lesquelles repose leur identité. Avec les outils de son temps, où l'exercice arbitraire du pouvoir, l'intolérance et les inégalités sociales étaient banalisées, Calvin avait su entrevoir la nécessaire imbrication de la sphère privée et du domaine public, de la conscience inviolable des individus et de leur adhésion à des valeurs communes qui tendent à l'universalité. Il est navrant que nous, qui avons hérité de plusieurs siècles de démocratie et de tolérance, en venions à marcher à reculons et à tomber dans le piège du repli sur soi. Comme Calvin, nous vivons une période de transition. Et je vous dis pour terminer, tâchons de relever le défi avec moins de dogmatisme, mais avec autant d'audace. Je vous remercie de votre attention. Si on a. Madame, je crois que la chaleur de ces applaudissements, plus que quelques paroles, je crois, devrait vous aller au cœur. C'est des remerciements qui viennent de l'Assemblée. Vous nous avez fait comprendre comment il était possible de dissocier les deux monstres auxquels on tend peut-être d'identifier Calvin, et ceci pour ses héritiers en quelque sorte. C'est rassurant. Vous nous avez aussi montré comment aujourd'hui peut-être Calvin, s'il était là, ressentirait le besoin de refonder l'Académie pour nous éviter peut-être de marcher à reculons. Alors on existe, continuons à exister, et je crois que vous nous avez donné aussi des indications à ce propos. Je crois que vous acceptez peut-être de répondre à quelques questions et je vous en remercie. Oui, bonsoir, excusez-moi, journaliste pour Fréquence Banane, la radio universitaire. Est-ce que quelque part, les associations, les coopératives... Je vous entends très mal, Pardon. je vous entends mal. Je suis un peu ému de vous parler, c'est la première fois que je parle. Alors, est-ce que quelque part, les associations, les coopératives et les fondations à but non lucratif ne sont-ils pas la revanche de la forme capitaliste d'un point de vue juridique ? La revanche ? La revanche du prolétariat par rapport au capitalisme, d'un point de vue juridique, en fait. Parce qu'on se rend compte que dans la mentalité de Calvin, on va revendiquer une certaine richesse individuelle, mais qui va découler quelque part d'un bien-être collectif. Alors que si on regarde d'un point de vue juridique, les associations ou coopératives ou également fondations, c'est aussi un bien-être communautaire, mais qui n'a pas d'enrichissement personnel. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, vous avez raison de le dire. Les associations, les organisations de citoyens et de citoyennes sont un engagement en fonction d'un objectif communautaire. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que on a fait dériver de Calvin à la fois les régimes totalitaristes et à la fois un capitalisme excessif, tel que nous l'avons connu en crise ces derniers mois. Et en réalité, ces deux mouvements sont devenus des monstres en se séparant les uns des autres. Ce qui est intéressant chez Calvin aujourd'hui, qui peut nous être utile, c'est de voir que ces deux aspects, à la fois individuels, le respect des libertés individuelles, tout ce qui a conduit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça coexiste avec les objectifs communautaires, avec un idéal communautaire. Simplement, ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, l'idéal communautaire au temps de Calvin était le Dieu tout-puissant. On vivait dans un monde où il y avait un État égal une religion, et que ça, aujourd'hui, c'est plus la situation dans laquelle on vit. On vit dans un monde pluraliste. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est que la coexistence de ces deux éléments, ça démontre finalement que la voie est dans le sens d'un État régulé d'un État qui régule avec un certain nombre de principes éthiques.
Et évidemment, les organisations de la société civile ont un rôle à jouer dans un tel état, bien sûr. Peut-être que, si vous me permettez, j'ai probablement été très très longue, mais j'ai quand même encore quelque chose que je voulais vous dire, parce que vous posez peut-être une question: pourquoi est-ce que la ministre des Affaires étrangères que je suis s'est-elle intéressée à Calvin et à la question de la liberté politique et à la question finalement des problématiques actuelles du pluralisme et de l'engagement communautaire et du pluralisme? C'est parce que notre action de politique étrangère s'inspire de ces principes. C'est-à-dire, je suis revenue à reculons sur Calvin, si vous voulez, à partir des programmes, en particulier des programmes de ce que chez nous on appelle la division politique 4, qui s'occupe de la protection des droits humains et de la protection des minorités et du pluralisme, ces programmes-là. Donc, quand on dit « nous vivons dans un monde où le pluralisme des références religieuses ou des valeurs est une réalité », ça, c'était le premier postulat duquel nous sommes partis. Ça veut dire qu'on doit intégrer tous les acteurs dans des processus de médiation ou dans des processus de promotion de la paix. Ça veut dire, ça vous explique pourquoi la Suisse parle avec le Hamas, avec le Hezbollah. Ça vous explique cette acceptation de l'autre, du pluralisme. Ça vous explique la manière dont la Suisse mène également son aide au développement en allant au plus près des besoins des citoyens et des citoyennes, en respectant leurs besoins. Ça vous démontre en quelque sorte l'éthique qui est celle qui est à la base de l'activité du département des Affaires étrangères dans ses programmes de promotion de la paix et dans ses programmes d'aide au développement. Je voulais quand même souligner ça. Je suis partie de la constatation de ce qu'était notre engagement suisse, qui est fortement marqué par toute notre tradition et par notre identité, qui est aussi religieuse, aussi bien protestante que catholique. Et je suis allée en arrière, si vous voulez, à la recherche des fondements de cette politique étrangère. Mais ça n'est pas sans relation. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère fédérale. Je suis Michel Grandjean, prof d'histoire du christianisme à la faculté de théologie. Wow. Je crois que nous avons nous sommes nombreux ici à avoir été profondément touchés par le caractère très personnel et académique à la fois que vous avez su donner à votre exposé. Vous n'avez pas hésité ici ou là, et pas seulement dans les réponses apportées juste maintenant, à parler à la première personne. Et c'est à la conseillère fédérale qu'évidemment nous aurions une question à poser dans le cadre de la société pluraliste d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est la contribution que vous attendez des communautés religieuses? Nous avons un certain nombre de valeurs à défendre. Peut-être que les communautés religieuses ne savent pas le faire suffisamment. La dernière votation montre qu'à l'évidence, un bon nombre de choses ont été complètement ratées. De là où vous êtes, j'allais dire de là-haut où vous êtes, qu'est-ce que vous attendriez comme contribution de ces communautés religieuses? J'attends d'abord la reconnaissance de ce pluralisme. Et j'attends un accent mis sur les valeurs communes, sur ce qui nous unit et non pas sur ce qui nous sépare. Parce que la campagne à laquelle on a assisté récemment a mis l'accent sur ce qui nous sépare. Et ça conduit à la non-acceptation de l'autre, ça conduit à la réaffirmation un peu hystérique de notre identité, probablement parce qu'on est complexé par rapport à notre identité, probablement parce qu'on n'est pas suffisamment sûr de nous, on manque de confiance dans notre identité, et donc on a peine à reconnaître l'autre quand il s'affirme de façon un peu plus agressive que nous le faisons, et alors on a des réactions de réflexe et de défense. Moi, j'attends des églises, et d'ailleurs de chacun d'entre nous, qu'on mette l'accent sur ce qui nous unit. Et il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Si on prend la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre, on peut s'unir, on peut se battre pour ça. Et si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme et que vous l'appliquez, vous ne voyez pas comment on pourrait interdire, par exemple, la burqa dans l'espace public. Vous menacez les libertés individuelles. Donc j'attends une réflexion de fond de la part des églises, parce que finalement, les grandes religions ne sont pas des religions agressives dans leur forme normale. Je veux dire, bien sûr, il y a des extrémismes partout,
Et la mise en avant de ces valeurs universelles et de ce que vous défendez en tant qu'Église est important, aurait été important dans la campagne qu'on a vécue. On a tous sous-estimé les peurs et les craintes. On est tous restés un peu en retrait. Et malheureusement, on aurait dû se montrer beaucoup plus offensif sur les valeurs communes. Question de la formation, parce que si des méfiances se sont développées, des exclusions telles qu'elles se sont manifestées par ce vote du 29 novembre, il me semble venir procéder aussi de l'ignorance de l'autre, de la méconnaissance de l'autre. Or, il faut bien le constater, les églises atteignent maintenant bien peu de jeunes pour les former, pour leur faire connaître non seulement leur propre religion, mais aussi celle des autres, ce à quoi nous nous appliquons dans nos églises. Par conséquent, il serait important de promouvoir davantage une formation dans le milieu scolaire. Mais ceci suscite évidemment beaucoup de réactions parce qu'on a peur d'une réintroduction de l'influence de l'Église. Or, à mon avis, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit bien au contraire d'apporter dans le cadre scolaire une information autant sur les grandes traditions religieuses que sur la laïcité, que sur même les positions athées. Et ceci me semblerait important d'être davantage mis en évidence parce qu'il y a encore beaucoup de craintes que l'on fasse cela, alors que ce serait contribuer à une meilleure entente par une meilleure connaissance. Et j'aimerais savoir comment vous voyez cela, justement dans un État, alors surtout Genève, laïque, qui craint beaucoup cette introduction à un enseignement des religions, enfin, du fait religieux ou de l'histoire des religions à l'école. Merci. Oui, quand on est dans une société pluraliste où différentes religions coexistent, différentes cultures, différentes religions coexistent, évidemment, l'enseignement religieux dispensé à l'école ne laisse pas d'être délicat, ça c'est clair, parce que pourrait être dispensé qu'un enseignement sur l'histoire des religions qui explique ce que sont les différentes religions finalement, et non pas un enseignement religieux à proprement parler. Moi, j'ai parlé du débat public et de l'éthique du débat public. Je pense que, et ça aussi on peut demander peut-être aux églises, d'intervenir dans le débat public, d'établir les faits, et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit se produire en Suisse à la suite de ce vote, c'est quelque chose d'extrêmement sain, c'est-à-dire que les gens débattent. Ils débattent de notre démocratie, ils se disent, est-ce qu'on va trop loin avec la démocratie? Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un contrôle de la constitutionnalité des initiatives avant qu'elles soient soumises au peuple? Les gens parlent des religions, les gens parlent des musulmans, les gens parlent de leur propre identité, et je trouve que ça c'est extrêmement sain et que ça vaut la peine, et c'est très formateur, ça vaut la peine de sortir dans le débat public et de s'exprimer sur ce débat qui est en cours. C'est un débat extrêmement délicat, on le voit repartir à chaque fois à propos du voile, il va revenir à propos de la burqa, à propos des carrés religieux dans les cimetières, il revient à chaque tournant. On n'a pas fini de débattre de ces questions-là, ce sont vraiment des questions d'actualité, et je pense que chacun d'entre nous avons une responsabilité à prendre à intervenir dans ce débat public et à dire notre opinion, pas seulement à propos d'une initiative ou d'une campagne, mais d'une façon générale. Et je pense que ça, c'est très formateur aussi. Le résultat de ce vote, s'il a un avantage, c'est d'être formateur. Merci beaucoup. Je vais faire très court, c'est pour rebondir sur la question d'avant. Je trouve essentiel sur cette notion, si on veut, parce que les gens qui profitent, c'est des gens qui profitent de l'ignorance de l'autre. On le voit très bien. Ceux qui ont intérêt à ce qu'on reste ignorant, c'est ceux qui ont gagné. Mais pour qu'on sorte de l'ignorance, il faut quand même comprendre que ceux qui veulent, en fait, à tout prix qu'on reste ignorant, il faut leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Et moi, je le vis moi-même au jour le jour en parlant avec des gens qui ne connaissent pas, qui sont ignorants. Moi-même, je suis ignorant sur Calvin. Je vous remercie de m'avoir appris quelque chose sur Calvin, mais je vais tout à fait dans le sens du commentaire qui vient d'être dit. C'est comme vous l'avez dit, que c'était
de la part de Calvin, c'était quand même une dimension pédagogique de cette doctrine de Calvin. Je pense que cette dimension pédagogique doit aujourd'hui même revenir au niveau du département d'instruction publique, au niveau fédéral, mais dans un sens beaucoup plus, comme vous le dites, en parlant de pluralisme ou de respect, vous parlez des acteurs ou de processus de médiation. Ce n'est pas en enseignant les religions, c'est en faisant de la médiation. Je vous remercie. Oui, non, je pense que c'est quelque chose d'important que ce que vous avez dit. Je suis aussi convaincue que c'est par l'expérience. Si vous regardez le résultat des votations, dans les villes et dans les cantons Vaud, Genève, Neuchâtel, où il y a des communautés musulmanes, les gens ont dit non. Ça veut dire que les gens qui connaissent les communautés musulmanes, qui connaissent où il y a un dialogue interactif avec ces communautés. Ici à Genève, on a même un minaret, on a une mosquée, et c'est des débats, c'est des échanges qui ont lieu entre la communauté musulmane et la population. Les gens ont voté non. Là où il y a eu les plus forts pourcentages de oui, c'est dans les cantons de campagne où il n'y a franchement pas un seul musulman qui se pointe à l'horizon, ou alors on les voit même pas. Et c'est là où la méconnaissance de l'autre a fait des ravages. Pourquoi? C'est la méconnaissance de l'autre en quelque sorte, mais aussi la connaissance par la télévision et par les médias des formes extrémistes de l'islam. Et ça, c'est tous les jours à la télévision. Tous les jours, vous voyez les attentats au Pakistan, vous voyez les femmes voilées, vous voyez les burqas se promener. Tous les jours, vous voyez ça. Et les gens qui n'ont pas connaissance des musulmans se sont prononcés, en fait, sur une religion telle qu'ils la voient dans les médias, sous sa forme extrémiste, et avec les amalgames qui ont circulé dans la campagne, à savoir islam égale violence, islam égale soumission des femmes. C'est là-dessus qu'ils se sont prononcés. Et ajouter à ça un contexte explosif de crise économique, où les gens ont peur de perdre leur travail, où finalement on a bâti une démocratie, une jolie démocratie semi-directe, où on a dit aux gens, vous allez pouvoir vous prononcer sur votre destin, sur ce qui vous touche dans votre vie quotidienne. Et en réalité, ils ne sont pas fous, les Suisses, ils voient bien que ce n'est pas vrai. Ils voient bien qu'une partie des décisions qui sont prises aujourd'hui et qui les touchent dans leur vie quotidienne sont prises à l'extérieur, sont prises dans les relations avec l'Union européenne ou bien dans des instances multilatérales. Et alors, tout d'un coup, il y a un rejet de ce qui est autre, de ce qui vient d'ailleurs, et ce rejet s'est exprimé extrêmement fortement en l'absence d'explications factuelles et de campagnes factuelles. C'est pour ça que je pense qu'on a la chance d'être dans un pays démocratique qui fait ce type de débat, mais il faut veiller à l'éthique du débat. Il y a deux choses à faire, veiller à l'éthique du débat. Là, les églises peuvent jouer un rôle, parce que vous avez la crédibilité en matière d'éthique, et vous pouvez intervenir dans des débats comme ceux-là pour réclamer qu'il y ait une éthique, parce qu'autrement, on n'arrive pas à un consensus correct. Et je pense que ce serait faux de vouloir jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire restreindre la démocratie. Et on peut, deuxièmement aussi, essayer de revoir les critères de nullité des initiatives en amont. Et aussi étendre un peu ces critères de nullité aux principes fondamentaux qui figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et pas avoir cette contradiction entre démocratie et protection des droits humains. Madame, merci de votre conférence. Est-ce qu'on pourrait envisager une instruction civique générale? Il y a un conseiller d'État du canton de Genève qui est là. Mais moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une instruction civique, parce que je pense qu'il est important qu'on connaisse l'histoire des institutions, qu'on sache dans quel pays on vit, quels sont nos droits, comment ça fonctionne, sur quelles traditions on repose. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Ça, c'est pas être partisan, c'est pas prendre parti, c'est juste expliquer les tenants et aboutissants et l'importance des institutions qu'on a. C'est d'autant plus important en Suisse parce que la Suisse est un pays qui a fait son consensus sur les institutions. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Avec les Suisses alémaniques et les Tessinois, c'est nos institutions, c'est la démocratie,
le fédéralisme, c'est la neutralité. C'est ça qui nous tient ensemble. Donc c'est d'autant plus important dans un pays comme le nôtre. Madame, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Non seulement inspiré dans votre conférence, mais les réponses riches que vous avez apportées aux questions sont un aspect de plus pour lequel j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs. Merci.